Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve ensemble à 1h35 du matin. Je suis sincèrement désolée pour ce zap un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. On commence avec notre Fear and Greed Index qui se trouve à 50 dans le neutral. Franchement, je suis trop fière de la cryptosphère. C'est pas parce qu'on se prend un 20% que ça y est, on part dans l'euphorie. Et ça veut dire qu'on tient le bon bout du côté des marchés US. Alors là, par contre, ça pleure dans les chaumières. On est à 26 dans la peur. Bon, apparemment que vous adorez quand je lance des coups de gueule. Et j'en avais un, j'avais envie de râler. En même temps, voilà, je suis française, donc je respire, je râle. C'est pas bien compliqué. J'avais envie de parler des personnes qui prennent des sandwichs spéciaux à McDo, mais je m'occuperai de votre cas un autre jour. Là, les gars, j'ai découvert une pépite. Mais une pépite. Je vous la présente. Voici Carla Crypto. Elle est juste génial. Ne vous inquiétez pas, un extrait viendra juste après le mien. Bon, moi c'est simple, je suis tombée en admiration face à cette petite. Comme certains au départ, j'étais un petit peu anxieuse de la mettre en avant, mais j'ai fouiné un petit peu ses réseaux et j'ai découvert qu'elle était suivie quand même par de gros intervenants comme Helmut Banner, qui est le rédacteur en chef du journal du coin, par Seb Gouspillou et par Edith Brou, qui est juste hyper connue en Afrique. Donc je pense tout simplement que cette petite est tombée dans la marmite dès son plus jeune âge. Et vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Elle transpire la passion. Et évidemment, je vous mets tous ces réseaux en description. Et s'il vous plaît, allez tous vous abonner. Alors ça fait 1 an que la Miss Tenguette, elle a pas sorti de vidéo. Elle a bien raison, elle s'est pas fait chier avec le bear market, hein. On la reverra peut-être en bull run. En tout cas, je lui souhaite plein de réussite et elle mérite largement plus que 321 abonnés. Alors s'il vous plaît, allez tous me bombarder ce putain de bouton abonné. Allez, sur ce, je vous retiens pas plus parce que du coup j'ai un autre zap à monter dans quelques heures, voilà. Je souhaite une bonne nuit aux plus tardifs. Je souhaite une belle journée à ceux qui commencent avec le zap crypto. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. À tout à l'heure pour une nouvelle. C'était Zap Crypto. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 9 ans et je vis en Afrique. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain est un grand registre d'enregistrement de transactions ordonné chronologiquement, distribué sur tous les ordinateurs du réseau et sécurisé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sécurisé? Parce qu'il est distribué comme ça. Si vous voulez corrompre le registre ou le falsifier, il faudra le corrompre sur tous les ordinateurs du réseau, ce qui est impossible. C'est grâce à cette merveilleuse technologie que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont été créées. Et moi, je suis un investisseur convaincu dans les crypto-monnaies. Et vous, avez-vous déjà un portefeuille Bitcoin? Sénat, un Africain, un compte Bitcoin. Vive les crypto-monnaies, vive la blockchain et vive l'Afrique. Je vous remercie. Aujourd'hui, une autre question que se posait cette personne-là et qui se posait la question de s'il devait continuer d'investir ou pas dans le secteur des crypto-monnaies, c'est qu'il me dit il y a 22 000 cryptos sur le marché, dont 99% sont inutiles. Et là, concrètement, je ne peux pas lui en vouloir, c'est une réalité. Mais comme si vous regardez en bourse, il y a plein de sociétés qui sont totalement inutiles. Et si on prend les sociétés informatiques dans les années 2000, la grande majorité n'existe plus. Par contre, si vous êtes capable d'investir de manière sérieuse et vous arrivez à trouver celles qui ont le plus de chances d'être là demain, comme les Google, les Amazon ou encore les Facebook,
et bah ça c'est tout à fait possible d'investir et de se retrouver sur le long terme avec de très grosses plus-values. Les personnes qui sont entrées au début de Google, au début d'Amazon, au début d'Apple par exemple, aujourd'hui on fait des gains qui sont juste astronomiques. C'est pas un conseil d'investissement. L'idée c'est juste d'arriver à faire de l'analyse fondamentale, de regarder comment fonctionne la tokenomics, de regarder un petit peu les équipes qui sont derrière les projets, est-ce qu'ils ont déjà développé des choses comme ça, est-ce qu'ils ont déjà des compétences, est-ce qu'ils sont capables de développer correctement, est-ce qu'ils répondent à un vrai besoin, parce que le nombre de cryptos en fait qui servent à strictement à rien aujourd'hui, c'est parce qu'ils répondent à aucun besoin. Donc si à partir du moment où ils répondent pas à un besoin, qu'ils n'ont pas un produit qui est minimum viable pour pouvoir être testé, ça sert à rien. C'est trop tôt pour voir si ça aura vraiment un impact. Après, il reste des exceptions. Vous avez par exemple des cryptos qui sont totalement inutiles, qui vont faire des grosses performances, mais potentiellement sur le long terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des jetons qui resteront, mais vous avez moins de chances en tout cas que vous puissiez arriver à récupérer vos fonds sur le long terme si jamais vous investissez sur un projet qui n'a pas de fondamental. Bien sûr, il faut essayer de prendre un maximum de sources qui sont factuelles. Alors, si possible, des données qui sont on-chain, et si possible des données qui sont off-chain. Mais le problème c'est que c'est trop compliqué de pouvoir récupérer des données qui sont off-chain parce que souvent elles manquent et les projets ne font pas forcément le travail d'aller fournir l'ensemble de données off-chain avec des fournisseurs de données de qualité. Et je voulais vous parler maintenant du piratage. Il y a eu un piratage énorme dans la finance décentralisée. Euler Finance, un protocole a été victime d'un piratage et près de 200 millions de dollars ont été volés. C'est un protocole qui est sur le réseau Ethereum. On pouvait emprunter, prêter de l'argent. Il avait été audité à plusieurs reprises. Et regardez, on était monté à près de 300 millions de dollars de total value lock, donc de valeur immobilisée sur le protocole. Et là, ça a quasiment disparu du jour au lendemain. Il reste plus que 9 millions de dollars sur le protocole. C'est très triste ce piratage qui vient d'avoir lieu. Ça impacte aussi un certain nombre d'autres protocoles. Angle Euro, qui est un des stablecoins les plus connus basés sur l'euro, avait une bonne partie, avec 40% je crois de son collatéral sur Euler, donc ça aussi potentiellement ça a disparu. Espérons maintenant que le hacker rende l'argent, qu'il se prenne une petite récompense, un bounty et c'est tout. Ça serait vraiment le meilleur scénario, sinon c'est vraiment une mauvaise chose pour l'écosystème des stablecoins. Comment le piratage a eu lieu? C'était avec un flash loan. Encore ces flash loans, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est prêt que vous pouvez prendre au sein d'un même bloc. Tant que vous le remboursez dans le même bloc, en fait vous pouvez prendre des millions et des millions de dollars quasiment pour quelques dizaines de dollars, j'ai envie de dire, enfin quelques centaines de dollars peut-être. En tout cas c'est négligeable, c'est un petit pourcentage, ça dépend du protocole qui vous prête l'argent, mais voilà, c'est 0, quelque chose %. Et là, le pirate, ce qu'il a fait, il a pris un flash loan, il a ensuite emprunté, il a déposé l'argent qu'il avait emprunté grâce au flash loan sur Euler, il a obtenu les tokens d'Euler, il a ensuite fait un certain nombre de manipulations et surtout, il y avait une fonctionnalité qui semble ne pas avoir audité, qui était la fonctionnalité de donate, de donner à la trésorerie des tokens. Cette fonctionnalité ne vérifiait pas l'état de santé de la position et du coup, il a pu créer une position qui était fortement, on va dire, endetté, et ensuite il s'est lui-même liquidé pour emporter la prime liée à la liquidation d'une position fortement endettée. Et il a pu comme ça obtenir beaucoup d'argent, il l'a fait plusieurs fois, et c'est comme ça que ce protocole a été piraté. C'est vraiment très inquiétant, je pense pas que le protocole, si le hacker ne rend pas l'argent, puisse s'en sortir, et je vois pas comment ils auraient les moyens de rembourser 200 millions de dollars. C'est très triste, c'était un protocole qui était reconnu dans l'écosystème de la finance décentralisée, c'était pas un petit protocole complètement inconnu. Donc bon, dommage, et j'espère que le hacker va finir par rendre l'argent. On continue avec l'ouverture de Wall Street qui est catastrophique pour le secteur bancaire et financier. Forcément, de nombreuses valeurs plongent littéralement et la situation est tellement critique que le régulateur a décidé de stopper la cotation de plusieurs valeurs. C'est chaud, c'est très chaud. En général, quand on stoppe les cotations, c'est la merde. Ça arrive peu souvent. Quand ça arrive, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de costaud en fait derrière, et ça arrivait en 2008, etc. où c'est tellement la merde qu'on est obligé de pas couper les valeurs. Sinon, ça fait un crash qui est beaucoup trop puissant. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas. Ce que j'aime bien dans les cryptos, c'est qu'on peut pas arrêter. C'est-à-dire que la cotation, c'est 24 heures sur 24. On peut pas arrêter la cotation comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que si on doit se prendre un crash, c'est pas grave, on se le prend et au moins on assume à 100%. Bref, du coup, c'est assez beau à voir quand même parce qu'on a tout le marché financier qui perd un peu les pédales, qui galère au niveau bancaire et tout. Et on a le Bitcoin à côté qui explose. Donc peut-être qu'il y a une corrélation où en fait, c'est ce qu'on en parlait hier avec Alan, où en fait on se disait, est-ce que c'est pas parce que on a le secteur bancaire là qui est un peu fragile et qui tremble un peu que il y a pas mal de liquidités qui viennent du secteur bancaire qui viennent directement dans le Bitcoin, vu que normalement c'est le Bitcoin c'est un refuge qui doit pas contrer le système bancaire, mais ça fait un peu l'opposition. C'est pas impossible.
Nous interrompons la suite des sorties vidéo programmées de la chaîne pour une actu qui n'attend pas. Il s'est produit outre-Atlantique un événement jeudi 9 mars qui donne des sueurs froides au monde entier. En 5 jours, les banques américaines ont effacé plus de 100 milliards de dollars de valeur boursière, un bouillon de 9,5% pour JP Morgan, de 11,6% pour la Bank of America ou encore de 12,2% pour Wells Fargo, et l'index Nasdaq Banks a dévissé de 15%. Et tout ça, ce n'est rien à côté de la Silicon Valley Bank, ou SVB, qui a perdu 60,4% de sa valeur en une seule journée et qui est à l'origine de la panique. Le phénomène s'est ensuite rapidement propagé en Asie et même en Europe et a fait reculer nos majors de 7 à 10%. S'agit-il d'un simple accident de marché ou bien du début de quelque chose de bien plus grave? Nous sommes nombreux à détenir des titres bancaires dans nos portefeuilles d'actions et encore plus nombreux à avoir de l'argent en dépôt dans une banque, alors nous avons cherché à en savoir plus. Que se passe-t-il sur les valeurs bancaires américaines? Est-ce le début d'une nouvelle crise? Et quels sont les risques pour les banques européennes? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur l'événement qui préoccupe les analystes et les grands fonds d'investissement depuis jeudi dernier. Ensuite, bien évidemment, l'effet de contagion, il aurait pu aller bien au-delà des États-Unis, comme je le disais. On avait déjà des banques anglaises en particulier qui annonçaient qu'ils avaient des répercussions liées à tout ça. Les banques françaises ne sont pas exposées. Je pense qu'elles l'étaient tout simplement. Hier, justement, les principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont énormément baissé. Mais grosso modo, avec ce qui est en train de se passer, potentiellement il y aura moins d'impact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Fed, elle veut surtout éviter l'effet de contagion avec les particuliers pour pas qu'il y ait des faillites en cascade. Maintenant, elle ne s'est pas engagée à s'occuper des actionnaires, parce que là, ça va être des relations finalement d'actionnariat entre banques. Et donc potentiellement, oui, ça aura des impacts sur des banques françaises. Il est légitime de se poser la question de la solidité des banques européennes, des banques françaises. Quand on voit les allocutions un petit peu Bruno Le Maire qui se veut hyper rassurant, qui est limite un gros déni, moi personnellement, j'ai tendance à penser l'inverse et ça a tendance à me faire peur. Ça me rassure pas du tout ce qu'il me dit et donc j'ai voulu tester de retirer une grosse somme d'argent à la banque pour voir comment ça fonctionne. Ce à quoi je m'attendais, c'était d'aller à la banque, leur dire que je voulais retirer un gros montant, qu'ils me disent que pour un gros montant, ils ont pas ce qu'il faut en banque, il faut, je sais pas, 24-48 heures pour récupérer la somme et qu'ils me la délivre, voilà, quelques jours plus tard. Ça, c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais pas à quelque chose d'instantané, mais je m'attendais pas à des problèmes particuliers non plus. Franchement, j'ai été loin de la vérité. Alors, comment ça s'est passé? Je me suis rendu au guichet et j'ai dit, je voudrais retirer de l'argent. On m'a dit, bah, allez, utilisez votre carte, allez au distributeur. Mais je leur ai dit, c'est un gros montant. Alors, ils m'ont dit combien? Et je leur ai dit 15 000 euros. Là, je peux vous dire que la personne que j'ai en face de moi, tout de suite, elle a carrément bugué. Elle s'est complètement fermée au niveau du visage. Elle m'a dit que c'était pas possible. Je lui ai dit, comment ça, c'est pas possible? Moi, j'ai de l'argent en banque, j'ai envie d'en disposer, je veux le récupérer et c'est tout. Qu'est-ce qui est pas possible? Elle me dit que la limite maximum autorisée, c'est 1 500 euros par semaine. Je lui dis que c'est pas possible, je vais pas venir toutes les semaines pendant 10 semaines pour récupérer mes 15 000 euros, c'est beaucoup trop long, je voulais les avoir tout de suite. Et là, elle me dit, c'est pas possible, ce sera 1 500 euros, etc., etc. Alors là, vraiment, ça commence déjà à m'agacer, mais je reste poli, je reste courtois, et je continue à lui dire, non, voilà, moi je veux retirer mon argent, et c'est tout, donnez-moi mon argent, en gros. Elle me dit que, ok, elle veut bien débloquer 15 000 euros, que ça va prendre 4 jours, donc on est le mardi, je dois revenir vendredi après-midi, mais qu'il y a une condition à ça, il faut vraiment que je donne des justificatifs sur l'origine des dépenses de l'argent que je vais récupérer. En gros, vraiment, je dois détailler tout ce que je vais faire avec l'argent que je récupère. Là, je lui dis, bah non, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux et j'ai pas à vous dire ce que je vais en faire. Enfin, je veux dire, c'est peut-être quelque chose de privé et j'ai peut-être pas envie de l'étaler. Et elle me dit que, clairement, c'est pas possible, je peux pas retirer mon argent si je justifie pas avec des factures, etc. Bien, je pourrais pas avoir cet argent-là parce qu'il faut vraiment justifier ce à quoi il va servir et quelles dépenses ça va engendrer. Et là, franchement, moi, je voulais faire cette expérience-là. Je voulais voir si on pouvait retirer de l'argent sans dépense. Alors, je rajoute un petit peu de contexte. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais beaucoup d'argent sur son compte en banque. Enfin, je garde toujours le strict minimum pour vivre et j'accumule pas comme ça sur mon compte en banque. J'ai 15 000 euros aujourd'hui sur mon compte en banque parce que ça fait, voilà, peut-être 2 ans, même un peu plus, que je mets d'argent de côté tous les mois pour avoir suffisamment pour m'acheter des panneaux solaires. Moi, je voulais être autonome en électricité. Tout ça, c'est un tout dans ma façon de voir les choses à mon domicile et je voulais m'acheter des panneaux solaires. Donc là, j'ai engagé une entreprise pour venir les installer et en grosso modo, ça va me coûter 15 000 euros. Donc,
c'est à ça que va me servir cet argent. Mais moi, je voulais pas lui dire que ça servait à ça. Et je voulais vraiment tester le truc, dire je retire mon argent, j'en fais ce que j'en veux, ça ne vous regarde pas. Donc je lui dis bah écoutez, c'est privé, non, j'ai pas à vous dire ce que je vais faire avec mon argent. Et donc bah voilà, on discute pendant 5-10 minutes, ça pinaille, ça voit flou, ça parle chinois totalement, il y a pas d'autre mot, ça parle chinois. Et au bout d'un moment, elle me dit bah écoutez, moi je peux rien faire pour vous, je vais aller voir la directrice. Et là, elle me fait poireauter pendant quasiment 15-20 minutes. J'entends comme ça, elle est en train de parler à la directrice dans une autre pièce, je m'entends rien, puis ensuite elle revient, elle me dit bon écoutez, vraiment vous insistez depuis tout à l'heure pour récupérer votre argent, bah écoutez, si vous voulez récupérer 15 000 euros, eh bien pas de souci, elle me sort un papier, vous me signez une décharge, et nous ce qu'on va faire, c'est que on va dès aujourd'hui prévenir les régulateurs, etc. En gros, elle va prévenir la police, et ensuite ils vont vous appeler et vous devrez vous justifier vous-même avec les autorités de ce que vous allez faire de cet argent. Attention à l'implémentation des CBDC, ces monnaies digitales de banque centrale, parce que là, elles arrivent de plus en plus. Là, Swift a divulgué les résultats positifs d'un test pilote qu'ils ont effectué pour la mise en place de CBDC. En gros, en 12 semaines, ils ont simulé 5000 transactions entre 2 réseaux blockchain différents et des systèmes de paiement fiduciaires existants. Et dans ce test, il y avait à peu près 18 institutions financières du monde entier, dont Banque de France, Société Générale, HSBC. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de participer à cette opération en scred, en silence. Il faut savoir aussi que 24% des banques centrales développeront une solution CBDC dans les prochaines années. Et là, ça arrive très très bientôt. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Tu connais mon avis sur les CBDC. Je suis très réticente. Je pense vraiment que c'est une menace pour nos libertés individuelles. Mais d'un autre côté, je trouve que ça peut aussi avoir une lueur de positivité dans le sens où les personnes qui sont réticentes aux cryptos, qui ne veulent même pas en entendre parler parce que pour elles n'arrivent pas à concevoir qu'une crypto puisse être 100% digitale, quand les CBDC vont commencer à s'imposer, elles seront contraintes d'utiliser des monnaies digitales pour leurs dépenses de la vie courante. Et après, quand elles vont comprendre le danger qui se cache derrière les CBDC, elles vont tout naturellement se diriger vers les cryptos. Donc, même si actuellement on n'arrive pas forcément à convertir ou à faire comprendre à notre entourage que la crypto-monnaie c'est la voie vers la liberté, quand il y aura les CBDC, ça sera d'autant plus facile. Ah bah, les MNBC. Alors un député US milite contre les dollars. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, crypto-monnaie contre monnaie numérique. La crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, la finance décentralisée. La monnaie numérique, c'est quoi? Eh bien tout simplement, la monnaie numérique, c'est la monnaie d'État et qui nous posera sûrement problème. Le 9 mars dernier, au sein du Cato Institute, Tom Emmer a dit tout le mal qu'il pensait de ces fameuses monnaies numériques. Lors du discours d'ouverture d'un événement autour de ce thème, il a bien choisi son lieu, puisque cette institution milite depuis les années 70 pour un gouvernement réduit au minimum et un renforcement des libertés individuelles. Il a été exposé plusieurs griefs contre ces monnaies numériques qui l'ont d'ailleurs amené à présenter un projet de loi contre elles, intitulé CBDC, Anti-Surveillance Stat Act. Il s'agit du premier texte qui remet en cause la légitimité de cette MNBC proposée par les autorités. Tom Emmer a déclaré devant un partenaire de spécialistes que la monnaie numérique programmable pourrait être transformée en outil d'espionnage pour étouffer les activités politiques impopulaires. Oui, il y a plein de choses qui vont être faites alors que le gouvernement fédéral cherche à maintenir et à attendre le contrôle financier auquel il s'est habitué. L'idée de la monnaie numérique de la Banque centrale a gagné du terrain au sein des institutions du pouvoir aux États-Unis en tant que monnaie programmable contrôlée par le gouvernement qui peut être facilement militarisée en outil de surveillance. Plein de problèmes, évidemment, vous avez compris, hein, on a le côté militaire, on a bien compris tout ça, mais vous avez tout votre côté personnel aussi, hein, que votre monnaie numérique, eh bien là, tout sera contrôlé au millimètre près de ce que vous allez faire. Ça va être 10 fois plus facile, hein, avec maintenant les ordinateurs, etc., etc., donc de contrôler votre vie encore pire qu'avant, quoi. Donc, quelque part, c'est terrible. Pourquoi? Parce que Satoshi Nakamoto, la blockchain Bitcoin à la base, au départ, Satoshi Nakamoto, son équipe, lui, l'équipe, etc., eh bien, c'est pas ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu tout ça en 2008, à cause justement de tout ce qu'on vient de voir avant, les crashs qu'il y a eu, les cracks qu'il y a eu, les crashs qu'il y a eu, très graves. Avec ça, ils ont essayé de réagir en se disant, il faut qu'on possède notre monnaie pour ne pas subir ce genre de choses. Et aujourd'hui, les États ont bien compris que la blockchain, c'est extraordinaire.
quelque chose de puissant. Au début, tout le monde était contre parce qu'ils se sont dit, ils ont vu que monnaie numérique, ils ont vu que Bitcoin, crypto-monnaie plutôt, ils ont vu que crypto-monnaie, Bitcoin contre la monnaie d'État, tout ça, et ils ont très vite compris qu'ils pouvaient assimiler tout ça, déjà que les blockchains ne servent aussi à autre chose que pour la DeFi, la finance décentralisée, hein, ça sert aussi à d'autres choses. Donc ça, ils ont compris tout ça, ils ont compris qu'ils pouvaient adopter les blockchains à un tas de systèmes, donc ça, extraordinaire. On adopte la blockchain, on prend la blockchain. Maintenant, monnaie numérique, crypto-monnaie, Bitcoin, ils ont compris tout doucement, qui pouvait créer leur monnaie numérique adossée au dollar, à l'euro, à leur monnaie du pays, évidemment, vous l'avez compris ça, hein, et qui manipuleront la monnaie numérique exactement pareil, même en beaucoup plus facile et beaucoup mieux que le papier, le dollar, parce que le papier, quand on vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez du papier. Vous avez des dollars dans la poche, de l'euro ou quoi que ce soit, eh bien vous achetez ce que vous voulez, il n'y a aucun contrôle dessus. La monnaie numérique, vous ne pourrez plus passer à côté. Donc vous voyez, il y a une différence avec la monnaie numérique et la crypto-monnaie. Hein, mes amis me disent souvent, on m'appelle, on me dit « Ah, t'es content, la monnaie numérique, tu vas avoir la monnaie numérique, ça y est, t'as ce que tu veux, tout ça. » Non, non, moi je veux pas de monnaie numérique, je veux une crypto-monnaie. Pas du tout pareil. Hein. La très très belle journée est en plus appuyée par des chiffres de l'inflation qui sont tombés aujourd'hui, qui sont extrêmement bons. C'est-à-dire que l'inflation est passée de 6,4 à 6, puis poil sur les prévisions des prévisionnistes. Mais comme ils sont forts ces prévisionnistes. Et l'inflation sous-jacente, la core inflation quoi, qui est l'inflation sans la bouffe et sans l'énergie, elle a diminué de 0,1% exactement selon les prévisions de ces grands prévisionnistes. Donc on peut voir que l'inflation sous-jacente, alors elle descend que de 0,1, 5,7, 5,6, 5,5, 5,4, 5,3. Va falloir du temps pour arriver à 2%. Là. L'objectif c'est 2%. Hein. Faut pas être pressé là. Et l'inflation générale, elle est passée de 6,5, 6,4 à 6. Qui a dit indicateur trafiqué. Oh allez, c'est pas grave, ça fait du bien au moral de voir que l'inflation remonte et voir que la Fed sont très sympas et Jérôme Biden et Joe Biden qui quand même sont des super personnages parce qu'ils sont là pour sauver l'Amérique, hein, plus l'inflation descend, donc tout va bien pour le mieux, tout le monde il est content. Et au niveau du calendrier prévisionniste des hausses des taux, c'est magnifique ce qui se passe devant nos yeux. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on l'a regardé, il y a juste une petite semaine, on avait un plafond qui était à 6, voire même 6,5. Tu étais là, tu te disais, ouh là là, le plafond de la hausse des taux, ça va picoter. Et puis le pivot était programmé pour début 2024. Et là, Super Biden et Super Powell sont arrivés en mode abracadabra, comme les bisounours. Ils ont écarté leur chemise comme ça avec le cœur qui est parti vers le ciel. Ils ont dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Et là, tu peux voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le marché, en fait, le marché traditionnel, c'est un peu comme le marché crypto. Et les investisseurs, ils sont réactifs, mais à 8 milliards de %, à vitesse 8000, si tu veux. Et donc, en gros, maintenant, on aura un plafond à 5,25. Donc, on a quasi perdu 1% du bout du plafond, ce qui est gigantesque. Mais c'est pas grave, tout va bien. Et même un pivot qui commencerait, allez, juin, allez, pourquoi pas juin, et allez, ou septembre. Allez, juin ou septembre, voilà. Donc, c'est hallucinant. Donc, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, pour contrer une bonne grosse inflation, il faut une bonne grosse faillite de banque bien dodue. Et c'est bon, l'inflation, elle est partie. Mais c'est pas magique le monde de la finance. Ah, dis donc, on pourrait même faire un film surnaturel avec Spielberg, tellement qu'il se passe des trucs. Bon. La semaine dernière, après le discours de Monsieur Powell, tout le monde disait « Ah voilà, c'est clair, avec ce qu'il a dit, il y a quand même de grosses chances qu'on monte les taux de 0,5% lors du prochain FOMC meeting. » C'est le 21 et le 22 mars, je le répète pour la 214e fois. Donc on s'attendait à une hausse de 0,5% après les témoignages de Monsieur Powell la semaine dernière. Depuis, il y a eu SVB. SVB s'est pété la figure parce que finalement, ils ont été victimes d'une hausse trop rapide des taux d'intérêt. Et donc on se dit, ah, attention, s'ils continuent à monter les taux, ils vont tuer la moitié du système bancaire américain. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, du coup, on a tourné la veste, hop, 180 degrés, et boum, on se retrouve dans l'autre sens, on dit, ah oui, mais dans cette condition-là, la Fed ne devrait plus monter les taux. Alors finalement, ça fait juste une année qu'on nous prend la tête dans tous les sens pour savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire pour combattre l'inflation? Alors qu'en fait, il aurait suffi simplement de foutre 2 ou 3 banques en faillite et c'était réglé. Eh bien voilà, semble-t-il qu'on a trouvé la méthode, puisqu'aujourd'hui, si on arrête, on met tout le monde en faillite, enfin, on a déjà eu 3 faillites plus ou moins aux États-Unis, vous avez ces faillites bancaires, du coup, on n'ose plus monter les taux, parce que plus on monte les taux, plus on met les banques
régionales en difficulté qui souffrent finalement de cette hausse des taux trop rapide. Donc du coup, nous, financiers visionnaires, qui voyons toujours beaucoup plus loin que le reste du monde, qui avons cette capacité d'anticipation que le commun des mortels n'a pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah ouais, peut-être que finalement, la Fed, elle va plus monter les taux, parce que maintenant, vu que l'économie bancaire est en train de s'effondrer, que tout va ralentir à cause de 2 ou 3 faillites bancaires, eh bien, il y aura plus de problème d'inflation. Et surtout, la Fed ne peut pas se permettre de prendre le risque de mettre encore une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de banques en faillite indirectement, de par une mauvaise gestion de leur part, mais aussi à cause de la hausse des taux d'intérêt trop rapide, pour se retrouver dans une situation où on peut leur dire « Ouais, c'est de votre faute ». Donc, du coup, la probabilité de voir les taux monter de 0,5% la semaine prochaine, elle est passée de 60%, quelque chose comme de 40%, pardon, à 0. Et puis, la probabilité de les voir monter de 0,25, elle a chuté quasiment de 30%. Et aujourd'hui, plus de la moitié des intervenants s'attendent à un meeting de la Fed qui va ressortir sur rien du tout, que dalle, zéro. Et il y a même Nomura, ce matin, qui nous a annoncé que pour eux, ils envisageaient une baisse des taux lors du prochain meeting de la Fed. Donc voilà, vous voyez, ça fait 1 an que je vous rabâche les oreilles avec ces histoires d'inflation, de hausse des taux, d'inflation, de hausse des taux. Et puis finalement, on se retrouve gentiment au mois de mars 2023 et on a trouvé la solution. Il suffisait de mettre les banques en faillite pour régler le problème de l'inflation. C'est ce qui a sauvé les marchés hier soir aux États-Unis. C'est le fait qu'on se dit, finalement, la hausse des taux, c'est fini. Et si vous allez plus loin, si vous lisez les rapports des stratégistes américains, ils sont déjà en train d'anticiper une baisse des taux de 75 basis points d'ici la fin de l'année. Alors, on attaque la partie macro classique. On a ici une belle rupture encore du DXY qui est en train de consolider dans la zone qu'on avait notée justement, donc très bonne zone pour une zone de support pour pouvoir structurer. Ici, on va patienter, je pense qu'on risque de continuer encore un petit peu au niveau du DXY. Pourquoi? Parce que nous avons une rupture ici très forte qui est en train de se faire au niveau des taux. Je vous l'avais déjà montré. Et là, surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'on a bien fait cette rupture baissière et on a clôturé en dessous. Même si on est en train de retracer ici, très important cette rupture, surtout qu'on le voit très très bien ici. Regardez, on était, il y a pas longtemps, je vous ai une vidéo en disant qu'on était dans les moins 1%, le plus bas jamais atteint. Bon, en l'occurrence, on est repassé directement à moins 0,46. C'est quoi? C'est globalement la différence entre le yielding des bonds à 2 ans et des bonds à 10 ans. Forcément, plus c'est négatif, plus il est intéressant d'avoir des bonds de 2 ans que ceux de 10 ans, chose qui est contre nature. On devrait être dans quelque chose qui est différencié, inversé à ceci et en positif. Ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que majoritairement on a la possibilité d'une crise économique et le marché est en train de pricer justement cette crise économique. Oui, mais en même temps, la réaction haussière qu'on est en train de voir ici, alors on va voir si elle arrive à continuer, si on arrive à retoucher les 0%, ou en tout cas aller retoucher ici la zone de rupture au niveau des 0,16, si on arrive à casser les 0,16, ça veut dire aussi que le pricing du marché financier qui était en train d'être effectué ici, c'était justement ces crises des bonds, donc cette crise réelle de liquidité des banques, et donc ça veut dire qu'on aurait justement, avec cette rupture et cette consolidation au-dessus, une confirmation du fait que la réponse effective de la Fed était la bonne et qu'on est en train de consolider au-dessus. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est sur le plan technique? On regarde et on termine là-dessus. Alors, oui donc, c'est vraiment inespéré parce que, par exemple, ici le Bitcoin All-Time History Index en données hebdomadaires, on a défendu 50 sur le RSI, donc on reste quelque part entre la comparaison entre le premier trimestre 2019 et ce qui s'était passé à l'été 2015. Rappelez-vous cette moyenne mobile à 21 semaines que je vous ai présentée la semaine dernière, regardez comment elle a agi. Elle est venue renforcer le support à 19 800 $. Et bon, voilà, alors cette bougie n'existe pas, elle n'est pas clôturée, mais voilà, mais au final, bon, on est encore dans l'intervalle, on est dans le range. Alors maintenant, ici un peu nouvelle disposition graphique, vous avez à gauche les données hebdomadaires et à droite les données journalières. Donc oui, effectivement en hebdo, on voit que ça reste dans les cordes. Maintenant, bon, voilà, on reste toujours sous la chape de plomb technique des 25 300 $. Alors, voilà, moi je vous donne la vue la plus bullish, ce sont ceux qui disent épaule, tête, épaule inversée, très bien. Si on dépasse, si on casse la ligne de coup d'une épaule, tête, épaule inversée, là ça nous renvoie à 33, 34 000 $, mais bon, ça, moi franchement je dis, il faut pas rêver.
Restons quand même calmes. Non, franchement, honnêtement, il faut simplement, vous savez, simplement apprécier le fait que la clôture hebdo de la semaine dernière n'a pas été moche. Maintenant, il faut rester quand même tranquille. Le marché reste dans un hyper range depuis juin 2022 et finalement, ça fera rapidement bientôt 1 an. L'investissement est rationnel sur le Bitcoin et intelligent pour moi tant que ça se fait sous $28 000. D'une part techniquement, parce que ça reste sous la zone de rechargement long terme. Il faut savoir que si vous êtes investisseur dans le Bitcoin, tant qu'on est sous 28 000, vous avez un investissement qui est professionnel. Et aussi, je le rappelle, la valeur intrinsèque du Bitcoin va passer à $26 000 dans 1 an. Actuellement, elle est à 13 000. Pourquoi le Bitcoin est au-dessus de 13 000 et à bottom au-dessus de 13 000? Parce que la valeur intrinsèque est à 13 000. C'est la valeur du Bitcoin en gros. La valeur planchée à peu près pour miner un Bitcoin, c'est vers 13 000 $. Il faut savoir que le Bitcoin est toujours dans ses prix de production, au moins au-dessus de ses prix de production. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et au prochain halving, ce prix de production va doubler. Ce qui fait qu'il va passer de 26, allez, on va dire à peu près de 25 à 40 000 $. Ce qui veut dire que dans 1 an, il y a de grosses probabilités que le Bitcoin soit au moins au-dessus des 25 à 26 000 $. Donc si vous êtes investisseur, déjà, vous savez que vous allez acheter la valeur intrinsèque, vous allez acheter sous la valeur intrinsèque dans 1 an, qui sera à 26. En plus de ça, vous achetez long terme sous la zone de rechargement, ce qui est sous les 28 000. Donc, ça reste des investissements rationnels. Okay, maintenant, bien sûr que le Bitcoin peut très bien revenir à 22, 20 000, 18 000 $, etc. Mais il faut bien prendre en compte que dans 1 an, la valeur intrinsèque, elle est à 26 000. Du coup, si on arrive à faire un nouveau sommet et qu'on break ce sommet, bah, c'est que probablement la smart money, elle est en train d'accumuler ici parce que ces prix, on les reverra probablement pas. Après mars-avril 2024, c'est une chose qu'il faut se dire, puisque ce sera la valeur intrinsèque plancher du Bitcoin à 26 000 $. Donc en gros, on ne retournera pas sous cette résistance. On peut très bien d'ici 3 mois faire ça, revenir là, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après avril 2024, il y a peu de chances que vous puissiez retrouver un Bitcoin sous les 26 000 $. Ok ? Et qu'en gros, le graphique, ils sont en train de ressembler à ça. Est-ce que ce rebond qui a eu lieu ici sur la Kijun hebdomadaire, donc il ne validait pas de baisse moyen terme, donc le signal haussier qui a été donné là est bien toujours valide ici, puisqu'on on a rebondi, il faut maintenant casser ça et reprendre cette Kijun mensuelle à 42 000. Donc, oui, le Bitcoin a bien monté ces trois derniers jours, on le voit ici, ça c'est les trois journées qui viennent de se passer, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Il faut encore s'attaquer à ça, donc je m'attendrai avec le PPI à éventuellement une autre bougie bleue pour aller taper ce nuage et puis après avoir de la correction. De toute façon, ce mouvement-là, il va falloir qu'il soit corrigé si on veut vraiment avoir une hausse pérenne, c'est un peu l'idée. Donc corriger ce mouvement-là et après rentrer dans le nuage et progresser à l'intérieur du nuage. Là oui, on pourra dire que le Bitcoin a complètement fini sa baisse et qu'on repart sur un schéma haussier avec en ligne de mire les 42 000 ici, voire les 43 000 qui est le haut du nuage hebdomadaire. Donc pour le moment, on reste prudent, on a cassé le dernier point haut, on surveille la clôture, on surveille ce qui se passe demain, mais on sait que le niveau clé, c'est 27 300. Le pays indicateur qui va nous donner le bottom sur le prix du Bitcoin, en tout cas historiquement ça fonctionne assez bien. Je vous rappelle, cet indicateur-là, il a tendance à bien repérer les bottoms, pas forcément à la bougie près, mais dans les grandes lignes, ça fonctionne quand même plutôt très bien. Donc vous le voyez, cet indicateur est composé de 2 courbes, une courbe blanche, une courbe verte, et lorsqu'on a un croisement et que la courbe verte passe au-dessus de la courbe blanche, comme par exemple ici en 2015, c'est un bottom sur le prix du Bitcoin. Ça a également été le cas ici en 2018-2019 et plus récemment, fin 2022, vous le voyez, on a également cette zone verte. Donc on a eu un bottom, ça je vous en ai parlé déjà il y a quelques semaines, beaucoup de personnes pensaient qu'on n'avait pas atteint de bottom et qu'on allait chercher le niveau des 5 000 $, 10 000 $ sur le prix du Bitcoin. Pour le moment, on est à 26 000 et j'ai quand même encore une fois du mal à imaginer un Bitcoin qui redescende à 10 000 $. Évidemment, tout est possible, mais en l'état actuel, on est plutôt en train d'être haussier que baissier. Et donc, si on revient sur cet indicateur, on constate qu'on avait la zone verte et le signal d'achat, en tout cas le signal de début de bull market, se déclenche lorsque le prix passe au-dessus des 2 courbes. C'est ce qu'on avait eu ici mi-2015. Ici également, le prix, vous le voyez, est passé au-dessus des 2 courbes. Si je zoome, ensuite on a eu une belle hausse. C'est également ce qui se produit en ce moment même. Vous le voyez, on avait la zone verte. On a maintenant le croisement. La blanche est enfin repassée au-dessus de la courbe verte. Et le prix
et il a transpercé les deux courbes. Donc potentiellement, on pourrait s'attendre pour ces prochains mois à une forte tendance haussière. Évidemment, il ne faut pas oublier la corrélation entre le Bitcoin et la finance traditionnelle. C'est évidemment très corrélé. Ça l'a été beaucoup moins depuis quelques jours, mais à long terme, c'est quand même pas mal corrélé. Donc si la finance traditionnelle, les indices boursiers comme le SP500 se portent mal, le Bitcoin pourra difficilement tirer son épingle du jeu, même si encore une fois, tout reste possible. Donc voilà, par rapport à cet indicateur, c'est quand même plutôt très haussier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un MMORPG blockchain free-to-play qui n'est pas en alpha, dispo sur iOS, Android, Windows et qui est la suite d'une série de jeux qui a convaincu plus de 120 millions de joueurs rien qu'en Asie. Ah pardon, on m'apprend que c'est 120 millions moins 1 puisqu'un joueur chinois a prêté une épée très rare à un de ses amis qui l'a revendue à 870$ sur le marché secondaire. Du coup, le premier joueur, il est allé chez son pote et il l'a poignardé à mort. Mais bon, on savait déjà que les jeux vidéo rendaient violents, donc rien de nouveau. À moins que ce soit pas la faute des jeux vidéo, mais plutôt d'un déséquilibre mental. Je sais pas trop. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler bien évidemment du gameplay du jeu et si jamais il vous plaît, eh bien je vous expliquerai comment gagner quelques euros au passage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Johan, j'aime le fromage et les balades en forêt et je parle de jeux blockchain sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors que vaut MIRM, ce fameux Meuporg que j'ai testé pour vous? Ça s'écrit MMMPORPG. Comme dans tout bon RPG, au départ vous allez devoir choisir l'une des 3 classes qui s'offrent à vous. Perso, j'ai choisi une sorcière parce que ça me foutait le seum de voir tout le monde s'amuser sur le dernier Harry Potter alors que je l'ai toujours pas. Moi aussi je veux lancer des Wingardium Leviosa et rider mon Transphobius 2000. Mais j'ai très vite réalisé que c'était une erreur pour la simple et bonne raison que ce jeu est totalement automatisé. C'est-à-dire qu'on sélectionne une quête et notre perso va s'y rendre automatiquement, combattre automatiquement et rentrer au bercail automatiquement. Genre là je touche absolument pas la manette, elle fait tout toute seule. On dirait qu'on lui a appris le féminisme et qu'elle a pris la notion de femme indépendante un peu trop au pied de la lettre. Et le problème avec ma classe, c'est qu'en tant que bon sorcier, le but c'est de rester à distance comme un gros lâche et de lancer ses sorts de loin. Sauf que quand elle joue toute seule, cette conne, elle reste au corps à corps. D'ailleurs, je comprends pas le délire d'équiper un personnage pour qu'il joue à ta place, tu rates tout le fun. C'est comme si t'enfilais une capote à ton voisin pour qu'il baisse ta meuf. Du moins, c'est ce que je pensais. Du coup, je me suis dit que j'allais contrôler mon personnage moi-même pour m'amuser un peu, et oh bordel que j'ai regretté. La confiance se perd de plus en plus, notamment cette whale qui vend 500 NFT, qui les vend à perte en plus. Ouais. Et petite whale cette qui s'est dit, les cryptos pour moi c'est terminé, les NFT j'en ai marre. Les NFT pour moi c'est terminé. Ouais, il a vendu 500 NFT Moonbirds et ça nous a permis d'apprendre que Moonbirds, du coup, était impliqué aussi dans la Silicon Valley Bank, tu vois. Ils avaient aussi des... Alors oui, ça serait un peu la raison du fait de pourquoi il est vendu. Après, est-ce que c'est la raison? Je dirais c'est peut-être la raison principale, mais c'est peut-être pas la seule raison. Donc le mec, c'est quand même un gars qui est un insider, hein, parce que pour avoir 500 NFT de la collection, je pense que le gars, il est là depuis un bout, quoi. Non, c'est il a décidé de... décidé de vendre tout ça à perte, donc on sait qu'il a perdu plus ou moins à peu près 15 et 30%, entre 15 et 30% à peu près de la somme globale qu'il avait. Enfin voilà, donc c'est pas rien. Et donc comme tu le disais en introduction, c'est tout simplement parce que un des fondateurs de la collection a déclaré qu'ils avaient des fonds auprès de la banque SVB. C'est ça. Exactement. Du coup, je pense qu'il y a eu un petit mouvement de panique chez ce gars-là qui a préféré encaisser 30% de pertes sur la collection que de prendre le risque de voir plus rien se développer sur le projet ou autre. Est-ce qu'il a fait une bonne ou une mauvaise opération? Je vous invite à le mettre en commentaire. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous si vous connaissez Moonbird. Si vous le connaissez pas, dites-nous en commentaire pourquoi vous n'êtes pas intéressé par les NFT et on viendra vous en parler. Non, je déconne, nous aussi on n'est pas intéressé par les NFT. C'est pas vrai, mais presque. Non, mais franchement, on a tous des NFT, mais on attend, je sais pas, on attend quoi? Nous posez pas la question, on en sait strictement rien. Les NFT, c'est voilà, il y a des collections qui valent quelque chose, t'as des collections qui valent que dalle. Non, mais sa réflexion se tient, c'est pour ça que j'invite tout le monde à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez encaissé une perte de 30% comme ça en vous disant bon les news elles sont ce qu'elles sont, mais moi j'encaisse? Ou est-ce que vous vous êtes dit non, ça craint pas pour le projet et auquel cas ça continue? Là maintenant, si on parle de l'application en elle-même, et honnêtement c'est ce qui est le plus important pour nous en tant qu'utilisateurs, le concept est assez simple, c'est-à-dire comme une application de nutrition par exemple ou de programme sportif, ça va commencer avec un petit questionnaire qui va vous demander votre âge, votre poids, quels sont vos objectifs quand vous faites de l'activité physique, et puis en fonction de ce questionnaire, ils vont pouvoir vous proposer un programme dit sur mesure. Alors en réalité, c'est pas vraiment sur mesure, ils auront une banque d'exercices et de programmes d'entraînement, et puis en fonction des réponses que vous aurez fournies, ils vont vous donner le programme le plus adapté. Il y a des programmes d'endurance, il y a des programmes de musculation avec du matériel en salle, du programme sans matériel que vous pouvez faire à la maison,
et j'en passe. Il y a aussi un peu une partie mentale, développement personnel, etc. qui peut-être est intéressant. Je ne sais pas si ce sera sous la forme de vidéos, sous la forme d'articles par exemple, mais c'est un petit aspect, le côté bien-être mental qui peut être quand même assez intéressant, surtout quand on veut faire du sport à un certain niveau et pourquoi pas en compétition. Je vous mets également le livre blanc en description. N'hésitez pas à aller le lire si vous voulez un peu plus de détails. Au niveau des news, bien sûr, la plus grosse nouvelle aujourd'hui, c'est Meta. Donc Meta, nouveau nom de Facebook, qui arrête son projet NFT sur Instagram. Rappelez-vous, c'était depuis mai dernier qu'ils avaient commencé ça, donc quasiment 1 an. Et a priori, bah là, en fait, ils ont dit qu'ils devaient faire des choix et qu'ils devaient recentrer un petit peu leurs priorités et que c'était pas les NFT, mais c'était quand même le Web3. Mais que le Web3 coûtait cher et en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est que ça coûte trop cher. Ils ont plus de thunes, ils licencient, c'est la merde. Je vous rappelle qu'ils avaient fait un partenariat avec Polygon, du coup, pour faire ces fameux NFT. Et là, en fait, ils font des coupes budgétaires, c'est tout. Hein. Donc Meta, de toute façon, ils ont mis le all-in sur leur casque MetaQuest, là, leur truc comme ça. Donc j'espère que ça va marcher pour eux, du côté métaverse, mais du coup, côté NFT, c'est une sale nouvelle, une sale histoire. Excellente nouvelle pour le marché des NFT puisque le régulateur allemand a décrété de manière catégorique que les NFT ne sont pas des actions. Ça veut dire quoi? En fait, il y a un peu une espèce de débat et de guerre pour savoir si les NFT sont plus du côté argent ou plus du côté, on va dire, utilitaire ou artistique. Et là, du coup, pour le régulateur allemand, du coup, c'est plus de l'autre côté. Et donc, c'est pas des actions, c'est pas genre juste pour faire de l'argent. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, la régulation au niveau de tout ce qui est actions securities est beaucoup plus stricte. Donc, du coup, c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que nous, en France, on attend du coup le vote final qui concerne le projet de loi MiCA qui arrivera en avril. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.